Et salut les tennis, nous sommes le 23 décembre, plus que 2 jours avant le 25 et c'est la Saint-Armand. Aujourd'hui, suite de la vidéo d'hier sur les principes biomécaniques qui sont essentiels à la performance en tennis. On va plus loin vraiment que les fondamentaux techniques. Voilà, on va voir aujourd'hui les fondamentaux de la biomécanique. Est-ce que vous allez tous les maîtriser? C'est parti. Alors c'est parti, on attaque les 6 principes de la biomécanique. Je vais essayer d'être rapide pour pas que la vidéo dure trop longtemps, mais c'est très difficile tellement que c'est passionnant. Alors pour retenir plus facilement ces 6 principes, j'ai utilisé un acronyme qui j'espère va vous parler, comme ça ce sera plus facile de s'en souvenir. Donc l'acronyme c'est BIOMEC, B-I-O-M-E-C. Donc balance ou équilibre, inertie, translation et rotation. Force opposée. Donc le momentum, quantité de mouvement, énergie élastique et coordination. Je vais voir rapidement ces 6 principes. Je vais essayer de ne pas rentrer dans les détails parce qu'il faudrait un livre entier, il faudrait 5 heures de vidéo pour ça. Donc je vais essayer d'aller le plus vite possible pour vous énoncer ces 6 principes. Mais bon, sachez quand même que la biomécanique c'est hyper important. Donc si jamais vous devez retenir quelque chose, c'est quand même cette vidéo qui est le plus important pour être efficace. Alors on commence par l'équilibre. Balance. Donc les deux principes de l'équilibre sont l'équilibre statique et l'équilibre dynamique. Donc l'équilibre statique c'est quand on ne bouge pas, qu'il n'y a pas de mouvement, alors que l'équilibre dynamique c'est quand on bouge. L'équilibre statique est souvent utilisé, donc on en a déjà parlé, pour les positions d'attention principalement, alors que l'énergie dynamique va être tout ce qui est déplacement et frappe. Donc pour l'équilibre, on parle souvent du polygone de sustentation, je sais c'est un gros mot. En gros c'est la largeur de vos appuis. Plus la largeur de vos appuis est large, plus ça va être facile de rester équilibré. En gros la largeur de vos appuis dessine un espèce d'arc de cercle au sol, une zone, et votre centre de gravité doit rester à l'intérieur de cette zone. Donc tant que vous êtes au-dessus de ce centre de gravité, tout va bien. Mais par contre, si vous sortez de ce centre de gravité, de cette zone, vous tombez. Donc plus votre zone est large et plus vous allez rester équilibré. C'est pour ça qu'on écarte les appuis quand on cherche l'équilibre. Alors qu'au contraire, quand on pousse, on va essayer de mettre le moins d'appui possible pour pousser le plus haut possible. Ensuite, il y a la hauteur du centre de gravité. Plus on va monter le centre de gravité et plus on va être en déséquilibre et plus on va être bas sur le centre de gravité, plus on va être équilibré. Il y a aussi l'utilisation du segment libre qui permet de s'équilibrer. Donc quand on prépare ici, on va utiliser le deuxième bras pour pouvoir justement s'équilibrer. Et enfin, il y a la position de la tête qui est primordiale. C'est pour ça qu'on conseille souvent de garder toujours la tête droite quand on frappe et de ne pas être comme ça. Et pareil, au moment de frapper, on essaye d'éviter de bouger la tête. Donc on essaie de toujours la garder droite. C'est pour ça que le service est l'un des gestes les plus difficiles, parce que non seulement la coordination est monstrueusement difficile, mais en plus il y a la tête qui est comme ça, on est totalement en déséquilibre. Donc cet équilibre dynamique va nous permettre non seulement de ne pas tomber, mais d'avoir du transfert ou de la poussée verticale, donc c'est hyper important de le maîtriser. Alors ensuite on peut parler de l'inertie. Donc l'inertie fait référence à la résistance d'un corps en mouvement, c'est l'une des lois de Newton. Il existe 2 mouvements, linéaire et angulaire. Donc on parle d'inertie en translation et d'inertie en rotation. Donc le mouvement linéaire, donc ce principe biomécanique, en fait j'en ai parlé lors du mouvement de frappe, donc si vous pouvez aller revoir la vidéo où j'explique un peu plus en détail. Donc globalement l'inertie en translation c'est le transfert, on va essayer d'avancer vers l'avant, c'est souvent utilisé lors des appuis en ligne, alors que l'inertie angulaire au contraire c'est une grosse rotation du buste, où là le but c'est de mettre des angles entre les épaules, les hanches, les pieds, etc. pour justement favoriser l'accélération de la rotation. Donc ce sont 2 forces qui sont différentes, qu'on peut utiliser de manière différente, mais les 2 sont hyper importantes. Le service est difficile parce que justement il utilise les 2 en même temps. On va parler du bras de levier aussi. Plus vous allez être loin de la balle, plus vous allez générer de la puissance, parce que votre bras de levier est grand. Donc c'est pour ça qu'on demande d'être loin de la balle et pas collé à la balle quand on frappe, c'est pour augmenter la puissance. Mais d'un autre côté, en préparation, si on prépare loin, c'est quand même fatigant. Donc c'est pour ça qu'en général, on propose de préparer proche du corps et ensuite de gagner en amplitude au moment de la frappe. Donc ensuite, troisième principe, c'est la force opposée. Donc là encore, c'est une loi de Newton. À chaque fois qu'on pousse au sol, le sol nous renvoie notre force de manière égale. Pourquoi il faut avoir des bons appuis et un bon ancrage au sol. Et ça qui va nous permettre justement d'être non seulement équilibré, mais aussi d'avoir de la poussée et de la force. Je rappelle que les jambes sont beaucoup plus puissantes que le bas du corps et que le haut du corps, que les jambes sont plus puissantes que le haut du corps et que les jambes sont donc beaucoup moins fatigables, alors que le haut du corps se fatigue très vite. C'est pour ça que le haut du corps doit être toujours en relâchement ici au niveau des épaules et dépenser le minimum d'énergie, alors que les jambes au contraire vous pouvez être bas, pousser tout le long d'un match, normalement si vous êtes entraîné bien sûr. On peut jouer 5 heures, il n'y a aucun problème. Ensuite, quatrième principe, il y a le momentum. Donc la quantité de mouvement est égale à la masse fois la vitesse. Oh là là, ça me rappelle mes cours de physique-chimie. Ouais, c'est clair, moi aussi. Et c'est une loi de Newton également. Donc en gros, je traduis ça de manière très concrète. Vous avez un obstacle, plus vous allez prendre d'élan, dans une certaine mesure bien sûr, à un certain point ça ne sert plus à rien, mais plus vous allez prendre d'élan, plus vous allez pouvoir sauter loin. Donc là c'est pareil, pour générer un maximum de vitesse à la tête de raquette, il faut qu'elle prenne de l'élan.
Et l'objectif, c'est d'augmenter cette prise d'élan, donc d'augmenter le trajet de la raquette, tout simplement. Ça s'appelle un chemin d'accélération, pour les termes biomécaniques. Et c'est là que la technique est hyper importante, comparé à un débutant qui fait juste un petit geste, comparé à l'expert qui met un maximum d'amplitude, forcément la puissance n'est pas la même. L'exemple typique, c'est la boucle au service. C'est pour ça qu'on fait une boucle et pas qu'on frappe directement en hauteur et qu'on bassine tout le monde avec cette boucle. Justement, c'est pour que ce chemin soit un peu plus long et qu'on ait un maximum de puissance. Donc le trajet de la raquette dépend principalement de la technique. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut contrôler. Ça dépend bien sûr également de la taille du joueur, mais ça, on peut pas trop le contrôler. On peut aussi utiliser la taille de la raquette, mais bon, jusqu'à un certain point aussi. On peut pas non plus l'étendre à l'infini. Et là encore, je précise que pour la puissance, je fais une parenthèse, on peut utiliser les raquettes, les cordages, les tensions, les équilibres, etc. Mais là, je parle de trajet de raquette et pas de puissance pure. Le but, c'est d'augmenter la prise d'élan. Allez, c'est bon, on passe à l'énergie élastique. Donc là, pour générer de la puissance, c'est quand même un principe qui est essentiel. C'est l'étirement et le raccourcissement d'un muscle dans un temps très court. Plus justement ce temps va être court et plus ça va faire l'effet d'un élastique. Contrairement à un élastique qu'on peut tirer, et même si on arrête pendant plusieurs minutes, on lâche, il revient. Nous, c'est pas le cas avec notre muscle. Notre muscle, si tu l'étires, il est prêt à rebondir comme un ressort, mais si tu l'étires pendant longtemps, il perd en efficacité. Et c'est pour ça qu'on parle de rythme au tennis, parce que justement, on va déclencher ce principe d'énergie élastique beaucoup plus facilement. C'est pour ça qu'on demande, par exemple, de partir de l'armée au service et de faire la boucle en un seul coup et de ne pas s'arrêter ici, parce que du coup, on a perdu beaucoup d'énergie. Et pareil au niveau de la poussée des jambes, on ne va pas demander d'être accroupi pendant super longtemps pour ensuite remonter, c'est trop difficile. On va demander de se baisser, de remonter assez rapidement pour utiliser au maximum cette énergie élastique. Donc c'est hyper important pour l'inertie angulaire dont on a déjà parlé, et justement tout ce qui est rotation, dissocier le haut du corps du bas du corps. Et là l'énergie élastique des abdominaux est phénoménale et c'est là où on peut avoir le maximum de puissance. Donc c'est hyper utilisé justement dans ce cas-là. Et enfin il y a la coordination, comme dirait Hugo de Wolf Movement, il y a la séquence et le timing, c'est deux choses qui sont capitales et je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc l'idée c'est de coordonner les gestes pour qu'ils soient efficaces. Je vous donne un exemple tout de suite pour comprendre. Si on accélère en partant des hanches, puis les épaules, puis le poignet, pour donner un maximum de vitesse, il faut que tout soit coordonné en même temps. Si j'accélère d'abord le poignet, ensuite le coude et les hanches, j'ai perdu beaucoup de puissance. Donc il y a un certain ordre à respecter dans votre gestuelle pour qu'elle soit efficace. Donc c'est le principe de la technique, on a vu qu'est-ce qui était efficace, donc il y a eu des années et des années et des années d'observation pour savoir ce qui est efficace, donc faites confiance et utilisez le bon ordre. Il y a le bon ordre dans la séquence, mais il y a le bon ordre aussi dans le timing. C'est-à-dire qu'il faut accélérer les choses au bon moment. Le but c'est d'accélérer tout en continu. Si à un moment donné on s'arrête et qu'ensuite on frappe, eh bien, on a perdu toute l'énergie élastique. Donc le principe c'est aussi de gérer ce timing. Donc au début le timing pour un débutant c'est simplement la coordination de la frappe. Donc c'est vraiment de la coordination. Alors que pour le joueur de haut niveau, ce sera vraiment l'objectif de coordination de maximum de puissance. Avec le timing, avec le plan de frappe qui sera avancé pour le maximum d'efficacité. Souvent on dit que le geste le moins complexe est la volée parce qu'il suffit juste d'avancer en un bloc. Donc bien sûr il y a la vision et le placement, mais si on enlève ça, techniquement voilà, c'est l'un des plus faciles. Alors que le geste le plus complexe, c'est le service. Il y a de l'énergie translation, il y a de l'énergie de rotation angulaire et il y a les déséquilibres avec la tête, il y a la boucle et ça demande une coordination, un enchaînement de mouvements hyper complexe et du coup un timing aussi à respecter incroyable. Et si vous faites un service kické, alors là, vous êtes le roi du pétrole. Et voilà, donc n'hésitez pas à revoir cette vidéo jusqu'à ce que vous la connaissiez par cœur. Et n'hésitez pas à envoyer la vidéo à votre prof de tennis. Et si vous êtes fan des fondamentaux techniques, rendez-vous le 25 pour un document gratuit que je vous enverrai pour ceux qui veulent. Et moi, je vous dis à demain pour la dernière vidéo du calendrier de l'Avent 2018. Et on va parler de... je vous laisse la surprise. À demain!